Et la clé du monde, James William Baguidi les a passés à Laurent Delors-Faton, qui se retrouve à ma droite ce matin pour nous aider à décrypter une décision, vous le savez, une décision de limitation des naissances à 3 dans l'espace CEDEAO. Il nous donnera son point de vue, il nous livrera son analyse. Je vous le présentais tantôt, c'est bien Laurent Delors-Faton, il est doctorant en communication et moniteur à l'ENSTIC. Bonjour Monsieur Faton. Bonjour Monsieur le journaliste. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir pour moi d'être là. Il y a 48 heures, vous étiez avec nous. Oui. Alors, à l'image, je ne vous rappelle plus la thématique, à l'image des pays occidentaux et de la Chine, les parlementaires de la CEDEAO ont souhaité, et vous l'avez suivi dans l'actualité ces derniers jours, ont souhaité la limitation des naissances à 3 face à la poussée galopante de la démographie, bien évidemment, dans nos pays. Oui, la décision, c'est une décision quand même prise par les parlementaires qui, à mon avis, mérite d'être placée dans son contexte. Il y a un contexte qui a prévalu à la décision, ce sont les propos tenus par le nouveau président de la République française, Emmanuel Macron, qui a dit qu'en Afrique, les femmes ont entre 7 et 8 enfants, ce qui n'est pas un facteur favorable au développement et que les Européens, les puissances économiques du monde investissent des milliards en Afrique et n'ont pas les résultats. Et cela est dû simplement au fait qu'on n'arrive pas à maîtriser la poussée démographique que nous avons en Afrique. Et en dehors de ça, il faut dire, en dehors de ce contexte qu'il faut retenir, il y a aussi un autre contexte dont a parlé les parlementaires. Ils ont dit que la décision est prise suite à une étude commanditée par les institutions de Bretton Woods, en l'occurrence le FMI. C'est-à-dire que si on prend les deux facteurs qui ont prévalu à la décision, on peut comprendre que c'est une décision qui est inspirée de l'extérieur. C'est-à-dire que ce ne sont pas les parlementaires africains qui se sont levés d'eux-mêmes pour faire un diagnostic qui a abouti à la décision. C'est parce que d'autres, comme partout par le passé, où ce sont toujours les Occidentaux, les autres qui nous dictent la voie à suivre, sont eux encore une fois qui nous ont dit ce qu'il faut faire. Qui ont dit qu'en Afrique, notre démographie est trop forte et qu'il faut maîtriser, sinon on n'aura jamais le développement. Et moi j'aurais voulu... Est-ce qu'il revient à l'extérieur de nous dicter la conduite à tenir? Et c'est là ma grande préoccupation. J'aurais voulu que ce soit une décision prise à l'intérieur de l'Afrique. Et j'ai quand même pu comprendre qu'à ce sommet, il y avait le président de l'Assemblée nationale du Bénin, le président Meta Adino Hongwedi, qui, en 2005, si mes souvenirs sont bons, avait écrit lui-même un ouvrage intitulé « Il n'y a de richesse que d'hommes ». Ah oui. Si celui qui a écrit un ouvrage intitulé « Il n'y a de richesse que d'hommes », aujourd'hui se retrouve dans un contexte où il dit qu'avoir des enfants est un problème, je me dis, est-ce qu'il est en cohérence avec ses idées défendues par le passé? Et non seulement ça, si nous venons en Afrique, et particulièrement au Bénin, l'enfant reste et demeure une richesse. Et personne ne peut nous dire que dans notre culture, on n'a jamais mis en cause le fait d'avoir de nombreux enfants. Il y a tellement de chansons qui en parlent. Je ne suis pas un grand chanteur, mais il y a tellement de chansons qui disent, par exemple, que l'enfant est richesse, que sans l'enfant, on ne peut pas assurer la pérennité et qu'il faut avoir un enfant pour s'assurer que quand vous êtes mort, votre enterrement sera bien fait. Et qu'il y a tellement de chansons, de philosophies qui valorisent l'enfant. Et ce sont les Africains qui ont toujours dans leur culture l'enfant au cœur des valeurs qui aujourd'hui se disent qu'il faut limiter les enfants. Je me dis, est-ce que ceux-là sont vraiment conséquents? Quelle est l'opportunité de ce souhait? Je ne vois pas l'opportunité. Parce que il y a un problème. On dit que la poussée démographique en Afrique inquiète. Elle inquiète qui? Je voudrais faire juste un retour dans l'histoire. Si par exemple on n'avait pas déporté des milliers d'Africains, des bras valides d'Africains vers l'autre monde, vers les États-Unis, vers l'Amérique, qu'est-ce que la population africaine serait aujourd'hui? Si ces milliers étaient restés en Afrique et que chacun doit avoir des enfants, imaginez ce que nous serions aujourd'hui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la population que nous avons, on devrait avoir peut-être le triple aujourd'hui. Et si tel était le cas, pourquoi on veut alors aujourd'hui nous dire qu'il faut limiter la naissance? Et vouloir limiter la naissance, ça veut dire que nos dirigeants veulent amuser la galerie. Ils sont incapables de trouver des solutions aux problèmes qui se posent actuellement. Et ils veulent nous distraire. Parce qu'en disant que c'est à cause
c'est parce qu'il y a une démographie trop forte en Afrique qu'on ne peut pas résoudre le problème de développement. C'est comme s'il fut la responsabilité. Alors que normalement, la population qui est là est un atout majeur sur lequel nous devons nous appuyer pour conquérir non seulement les espaces de pauvreté qui existent, parce que c'est la population qui va nous permettre quand même de bâtir le développement. C'est sur elle qu'on doit s'appuyer pour construire la nouvelle Afrique dont nous avons besoin. Et non seulement construire l'Afrique, que vous vous souvenez, c'est les Occidentaux ont pu conquérir, ont pu envahir le monde entier à un moment donné de leur histoire, c'est parce qu'ils avaient une population forte et qu'il fallait envoyer ailleurs pour chercher les ressources et ramener chez eux, ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'avoir une population forte en Afrique, ce sera pour nous une opportunité. Ça nous permettra aussi d'aller conquérir le monde entier pour ramener les ressources en Afrique. Est-ce qu'on le veuille ou pas? Aujourd'hui, la Chine est la puissance économique du monde à cause de sa forte démographie. Et aujourd'hui, vous savez bien que les Occidentaux, à cause de leur politique de limitation des naissances, ont commencé par avoir des problèmes de main-d'œuvre. Et il n'y a que les Africains qui sont en train d'aller vers ces pays pour aller les aider. C'est-à-dire qu'ils ont peur, en partie, que progressivement, la jeunesse africaine n'envahisse leur pays, leur continent et fasse ce qu'ils ont fait par le passé. Alors, je ne vois pas l'opportunité. Si devait y avoir l'opportunité, c'est comment faire pour mieux orienter cette population. Comment faire pour mettre en place les politiques conséquentes pour que la population africaine se nourrisse bien, se soigne bien, ait les conditions, je dirais, minimales qu'il faut pour mettre au service de notre continent son potentialité. C'est quand même difficile à comprendre, hein, parce qu'au moment où la population est vieillissante ailleurs, au moment où même la Chine a revu cette politique de limitation de l'essence, c'est en ce moment que l'Afrique se décide à limiter, et même je ne dirais pas l'Afrique, que la CEDEAO. La CEDEAO, et la CEDEAO c'est qui même? Parce que quand on dit CEDEAO, on a dit les parlementaires. Ces parlementaires sont un nombre restreint d'élus nationaux qu'on a envoyés. Et je suis sûr d'une chose. Maintenant, comment les pays membres accueilleront-ils cette décision? Ce qui est sûr, je ne sais pas, je ne sais même pas par quel mécanisme ils vont arriver à concrétiser leur décision. D'abord, ça pose un problème de droit. Les questions de couple sont des questions individuelles. Je ne sais pas comment ils peuvent arriver à s'ingérer dans la vie privée des gens pour leur imposer d'avoir 3 enfants, tels qu'ils sont en train de vouloir parler. Mais en Afrique, nous savons que ces politiques... Il suffirait simplement de modifier les tests. Les tests ne suffiront pas pour autant, parce que depuis qu'ils ont voté la loi sur le code de la famille, on a instauré le mariage et la monogamie comme régime matrimonial au Bénin. Dites-moi combien de couples monogamiques avons-nous au Bénin? Pratiquement la moitié quand même des couples au Bénin sont des couples polygamiques. C'est-à-dire que la loi est votée, mais dans l'application, elle est très difficile à être appliquée. Et personne n'est même prêt à mettre en place des moyens répressifs pour le faire. Mais quand on va dans le domaine politique avec cette décision, si ces parlementaires, il n'y a pas de population forte, qui va les élire? Parce que c'est cette population qui les élit. Et ils savent bien qu'ils ont besoin de cette population pour pouvoir se faire élire chaque fois. Je ne vois même pas comment ils peuvent venir, eux, dire, supposons un député qui est d'une zone, je ne veux pas nommer quand même une zone du Bénin, qui aille dans la zone, dit à sa population que désormais, on veut que vous limitiez le nombre d'enfants. Alors qu'on sait que le peuple béninois est un peuple tellement attaché à l'enfant. La procréation fait partie des valeurs fondamentales de notre peuple. Oui, monsieur Faton, et si les pays membres venaient à donner une suite favorable à cette décision? Je ne pense même pas que les pays membres pourront enclencher ce processus. Il y a tellement de décisions déjà qui ont été prises. Ces parlementaires dont nous parlons, est-ce qu'ils ont même réussi depuis plus de 40 ans à rendre concret la libre circulation des biens des personnes? Plus ou moins. Ça reste demain encore un problème, un goulot d'étranglement. Cette décision est prise depuis des années. C'est-à-dire que quelquefois, je me dis, les parlementaires de l'espace CEDEAO, comme du Parlement de l'Afrique et panafricain, ils aiment quelquefois amuser la galerie et ils prennent des décisions juste parce qu'ils sont là. Apparemment, je ne sais pas ce qu'ils font de manière concrète pour l'Afrique. Ils prennent des décisions, mais qui en réalité ne sont pas opérationnelles. Et on ne voit pas les résultats sur le terrain. J'aurais voulu qu'ils proposent d'autres choses, d'autres alternatives qui vont nous aider à non seulement résoudre le problème du chômage et de l'emploi en Afrique,
à revoir le système éducatif que nous avons, à trouver des stratégies pour que la santé soit garantie à la population. Il y a des situations plus concrètes sur lesquelles on aurait voulu le voir. Mais il laisse les situations urgentes pour aller s'attaquer à de la distraction. Nous avons su que les Occidentaux nous ont tous distraits. Chaque fois qu'ils voient que l'Afrique est sur la... N'est-ce pas une manière aussi de s'attaquer aux problèmes de développement du continent? Le développement du continent n'appartient pas aux Occidentaux. Il n'y a que les Africains. Ce ne sont pas là les Occidentaux qui ont décidé de la limitation à 3. J'ai placé le contexte. Et le contexte était clair. C'est vrai que ça faisait suite à un discours, qui a horrifié, choqué pratiquement tous les Africains. Et qui a choqué même cette le monde entier. Coïncidence laisse croire que... Ils pouvaient prendre la décision dans un autre contexte. On chercherait peut-être à y voir un peu plus clair. Mais je dis, dans le fond, la décision, elle est malvenue. Et elle ne résout pas le problème que nous avons. On n'a pas un problème d'hommes, mais on a un problème de politique. On n'a pas un problème de population en Afrique, on a un problème de politique. Ils vont nous dire actuellement que les villes africaines sont bondées de population. Mais quitter Cotonou, Calavi, Abomey-Calavi et Abomey-Calavi, Semekoudi, Porte-Nouveau et autres, aller dans les communes reculées. Vous allez voir que nous avons des communes désertes. Ah oui. Nous avons des espaces inhabités. Parce qu'ils n'ont rien fait pour retenir les populations dans les communes rurales. Alors ne l'ayant pas fait, ils ont tout le temps poussé la population vers les centres urbains. Ça fait que la population est toujours concentrée et on pense que Cotonou représente le Bénin. Cotonou ne représente pas le Bénin. Allez dans une commune, par exemple, comme Zakota, dans une commune comme Materi, dans une commune comme Copago, vous verrez qu'il y a des espaces vides. La question, ce qu'il est opportun de faire aujourd'hui, lors de prendre une décision, c'est comment faire pour qu'on ait des zones régionaux, on ait quand même des pôles régionaux de développement. Qu'on puisse permettre à la population de chaque région de trouver des activités à faire pour se développer dans leur région. Et qu'on mette en place des politiques, je dirais, de promotion de l'emploi, de l'entrepreneuriat et de l'emploi. Qu'on mette en place des politiques d'infrastructure pour aider à ce que les populations n'aient plus envie, n'aient plus besoin de se déplacer dans les centres-villes pour se développer. C'est-à-dire que les vrais problèmes que nous avons sont là et importants. Il faut les résoudre. Non seulement ça... Donc pour vous, c'est une fuite en avant. C'est la distraction pure. Les Occidentaux ont voulu nous distraire et les nôtres aussi ont voulu nous distraire, ce qui n'est pas opportun. J'aurais voulu que dans les jours à venir, que ces élus, ces parlementaires africains trouvent d'autres alternatives pour nous aider à mieux faire face à nos problèmes. Nous avons tellement de plans d'Afrique qu'il faut résoudre. Il n'y a pas question que pour faire plaisir à des Occidentaux, à des dirigeants des pays occidentaux, de venir distraire la population et de choquer la sensibilité. Parce que ce discours choque et blesse même le peuple africain qui a toujours mis au cœur de son développement de sa culture. Et ça sonne parfois comme un affront. C'est un affront, c'est une humiliation pour nous. Et je n'aurais pas voulu qu'il continue dans ce sens. Et je voudrais finir pour dire, si des gens comme le maître Adino Ngwedi sont à ce sommet et qu'ils pensent, eux, qu'il y a de richesse que d'hommes, il serait opportun qu'ils aient le courage de dire la vérité à la fois du monde, que cette décision n'est pas opportune pour l'Afrique. L'Afrique n'en a pas besoin. Merci, Monsieur Laurent Delors-Fatan. Vous êtes doctorant en communication et moniteur à l'ENSTIC. L'ENSTIC, c'est bien l'École nationale des sciences et techniques de l'information et de la communication. Elle était par le passé à Savalou, mais actuellement, l'école se situe dans l'enceinte de l'université d'Abomey-Calavi. Et c'est là où se forment les journalistes. Dans manche de la Flash, de l'ES-Flash. Non, elle n'est pas dans la Flash. Elle est carrément une école à part comme les autres écoles nationales. Une école indépendante, une école nationale qui forme les journalistes du Bénin. Elle ne fait pas partie de la FLAC. Non, c'est Merci une pour école la à part. précision. Merci, je vous remercie.